Alors je suis en centre-ville de Nantes pour cette deuxième émission Les déambulations de Seb. J'attends un ami. Pour ceux qui connaissent un peu Nantes, nous sommes pas très loin des cours de 50 otages, le lieu chargé d'histoire à Nantes. Aujourd'hui, le thème que je vous propose d'aborder, c'est celui des promesses dans le théâtre, la comédie. Et là, on a une particularité, c'est que Didier est un maître. Et je sais qu'il va pas aimer que je dise ça parce qu'il est très humble, mais c'est un maître du théâtre clownesque. J'ai eu la chance de participer il y a quelques années à un grand événement de théâtre clownesque à Nantes avec lui. Il nous en parlera tout à l'heure d'ailleurs, s'il veut bien. Et j'ai vu des choses remarquables. Ah ben Didier arrive avec ses petites lunettes orange. Ça va? Il y a longtemps? Quelque peu. Tu vas bien? On vous prend une table à l'intérieur? Oh, allez-y, allez-y. Allez, vas-y. La première table, je vous ai mis là-bas. Ah ben super, merci. Pardon. Ça passe trop vite, sérieux, c'est chiant. Enfin, bon. Est-ce que tu peux te présenter, Didier? Parce que les Je gens me présente. Ouais. Donc déjà, c'est Didier, parce que j'ai changé de prénom. Didier, ok. Je sais pas, je suis un père, fils, petit-fils, bientôt retraité, et je suis artiste clown, entre autres. Ouais, moi je vais prendre un spritz. Spritz classique. Bon, Si, c'est bon. classique. Vas-y déjà? Ouais, Ouais, non, ouais. oui. Oui, Je vous écoute. formaggio. Formaggio. Et moi une chèvre. Une chèvre miel. C'est parti. Au fond de Non, je sais pas, ouais, je suis artiste clown, je travaille sur un quartier de Nantes qui est dit prioritaire. Pour qui ce quartier sont-ils prioritaires? Qu'est-ce que je peux te dire? Je travaille sur des questions de médiation, de prévention, de bienveillance, de coveillance et de mieux-être ensemble en projet, et je suis en retraite le 20 octobre 2026. 2026. Dans la fin de l'année, là. Je suis à J-182 jours. D'accord. Je vois que tu attends ça avec impatience. Non, Non? non, ça me fout la trouille. Ah ouais. Tu stresses de Je tout ce travail? stresse pas. Je peux pas dire que je stresse. J'ai peur, mais je stresse pas. Je suis dans un état très curieux. Je sens que je finis quelque chose. Je sens que. Est-ce que t'as un projet pour rebondir après ou tu? Alors j'ai un projet principal, non pas pour rebondir, mais pour m'absenter. C'est que je vais partir plusieurs semaines en vélo. Je vais faire Nantes-Berlin, minimum Nantes-Berlin en vélo. Pourquoi Berlin? Parce que j'ai adoré cette ville, j'y suis allé qu'une fois et que c'est une destination comme une autre. D'accord. C'est une manière de rouler en fait. Ouais, je pense que C'est une manière d'évacuer. Je sais pas si t'as lu le cas de Buzzati. Merci beaucoup. Et le cas de Buzzati, c'est ça. En général, quand tu pars, tu reviens à ton point de départ de toute façon. Donc, non, et puis c'est une ville incroyable. Une ville incroyable. Donc, D'accord. c'est l'occasion. Donc là, départ prévu. Dans un an, je pense. Oui, donc tu te laisses Bah, en finir fait, l'année. à la fois je finis l'année, d'autre part, je suis sur un projet de transmission d'une partie de mes activités, d'une partie du projet de l'association que j'anime. Donc, faut que je fasse un peu attention aux conditions de transmission et que j'accompagne un peu la personne qui va me prendre entre guillemets ma place, enfin qui va continuer à la tienne. Santé. Et ça me fait plaisir de te voir. Ben, moi aussi. Et j'ai pensé à toi, quand je t'ai demandé si on pouvait se faire notre petit repas Retrouvailles. habituel qu'on se fait normalement une fois par trimestre. J'ai mis qui peut me parler de promesses mieux que Didier. Alors moi, pour remettre dans le contexte, moi je te connais depuis 2018. Ouais, c'est ça à peu près. C'était à l'occasion d'un événement que tu avais organisé
avec Karine au théâtre au Vieux Doulon, dans un théâtre au Vieux Doulon qui était à la maison de la maison de quartier, voilà. Il y avait le festival. Maison de quartier de Doulon. Vous aviez fait venir des clowns d'Italie. D'Italie et de Lituanie. Et de Lituanie. Ouais. Que j'avais formé en Italie. Voilà. Et des clowns français. Il y avait une troupe. Ouais. Et j'ai passé une semaine extraordinaire. Bah écoute, tant mieux. J'ai passé une semaine de ouf parce que j'ai démarré la photo, moi. Et j'ai assisté à des choses qui je savais même pas que ça pouvait exister, en fait. Puisqu'en fait, vous avez fait, donc vous étiez donné une promesse. C'était de réaliser un spectacle, donc qui était complètement improvisé, puisqu'en fait vous avez démarré, je sais plus quel jour on a démarré, si c'était un lundi, peu importe, un lundi, et le vendredi, ce spectacle devait être joué à la Maison de l'Europe à Nantes, sauf qu'il n'existe pas en fait. Ouais, c'est ça. Donc vous deviez en impro écrire, réaliser, inventer un spectacle avec toute la troupe, donc des Italiens, des Lituaniens, des Français, pour la jouer à la Maison de l'Europe. Donc moi déjà, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Ils vont faire quoi? Et donc j'ai assisté le premier jour, deuxième jour, à la naissance de quelque chose qui s'est déclenché grâce à une gamine qui devait avoir, je sais pas quel âge elle avait 10 ans, 11 ans. Ah, tu parles celle qui jouait le personnage qui montait sur les blocs là. Ouais, qui montait sur les blocs. Elle était un peu plus âgée que je pense, 12-14 je pense à l'époque. Ah, elle était jeune, elle est petite. Elle était petite, ouais. C'était la plus jeune de la troupe italienne. Elle était petite. Et en fait, c'est le sujet, c'est un sujet de société d'aujourd'hui, ce qui s'est passé en fait. Puisqu'en fait, vous avez créé un spectacle parce qu'une gamine, parce qu'il y a eu plusieurs heures d'improvisation, voilà, ça divaguait. Toi, tu dirigeais en fait cette troupe avec Karine mais bon, les clowns ne parlent pas. Bah, en tout cas, on essaye qu'ils parlent pas beaucoup. Ils parlent pas, c'est parce que par les gestes, que par la déambulation, les rencontres, les intonations. Et à un moment donné, cette gamine a vu sur la scène qu'il y avait des blocs noirs. Elle les a mis au milieu. Elle est montée dessus. Elle a trouvé un rideau qui était dans les accessoires. Elle l'a mis autour. Donc, en fait, elle faisait 2 mètres de haut, 3 mètres de haut. Et elle a commencé à faire le gardien de la frontière, des frontières. C'est ça. Et tout est parti de là, en fait. Voilà. Je regrette un truc, c'est qu'on n'ait jamais filmé Ouais, je suis d'accord. ce spectacle. D'accord. C'était juste un truc de ouf. Alors, je l'ai en photo, mais je l'ai pas. À l'époque, mais là, aujourd'hui, il fallait absolument le filmer. C'était extraordinaire. Donc, c'est là que je t'ai rencontré, à cette occasion. Et c'était vraiment cette promesse de dire, on doit, parce que là, il y a pas de, c'est une obligation, puisque on doit le jouer quelque chose à la fin de la semaine. Alors après, chaque troupe ont joué des spectacles qu'ils avaient écrits. Il y avait Olivier qui a joué le sien. Il y avait il y a eu les Italiens qui ont joué. Alors faut savoir qu'il y a des clowns qui ont des nez rouges. Il y a d'autres suivant le pays, ils n'ont pas tous des nez rouges. Ouais, sachant que là le projet c'était la promesse. C'est vraiment ce que tu appelles ça, la promesse. Mais la promesse c'était de les amener tous au nez, qu'ils soient tous en nez. Mais c'est vrai que alors, la particularité de cette histoire-là, c'est que moi, les Lituaniens, les Italiens, je les avais rencontrés dans un festival international qui a lieu en Belgique. Et donc, je les avais formés à ce clown-là, quoi. C'est-à-dire au clown en nez. Alors que c'est vrai que les Italiens sont plutôt d'une culture de la commedia dell'arte et que les Lituaniens sont plutôt d'une culture de la pantomime. Donc, il y avait un espèce de truc de 3 groupes qui venaient, parce que les Français avaient été formés par nous, donc Karine et moi. Donc on avait 3 univers d'écriture différents, 3 pratiques différentes, 3 rapports au public totalement différents. Qui se sont complètement accordés. Et moi j'ai plutôt le souvenir que oui. Ah, moi je t'ai vu crier quand t'as vu la gamine monter sur les trucs avec le truc, t'as fait ouais, ça y est, c'est parti. On a le début de l'histoire en fait. Après, y a plus qu'à... Alors après, ce qui est extraordinaire, c'est que, à aucun moment donné, tu leur dis on va faire ça. Non. Ils ont créé eux-mêmes leur histoire, que de l'impro en fait. Ouais. Bah, ça c'est la façon dont moi je travaille le clown. Ouais. C'est-à-dire tu peux, là pour le coup, il y a pas de promesse de fait. C'est-à-dire en fait, je vous donne votre liberté, votre libre arbitre, sauf que là c'est un groupe.
Ouais. Donc c'est des interactions, c'est des Il y a la probabilités. promesse de faire ensemble en tout cas. Par contre, ça, c'est Voilà, clair. effectivement. Ouais. Alors j'ai l'habitude de commencer cette nouvelle émission. Yes. Ah, la pizza. La formaggio. Grazie. Merci, Prego, bon appétit. merci. Bon, Par une question ouais. que je vais te poser. Quelle est la part du mot promesse dans ta vie? La part du mot promesse dans la vie. C'est rigolo parce que moi je viens de découvrir en ligne cette nouvelle émission aujourd'hui. Je sais. Et en fait, quand j'ai vu que tu avais réagi à ça, je dis oula, il faut absolument que je vois Didier. C'est ça qui m'a fait, qui m'a mis dans la tête. Et donc, la première chose, c'est que je me suis aperçu que le mot promesse n'était pas dans mon vocabulaire. Ouais, que c'est pas un mot qui est dans mon registre de vocabulaire, mais que, par exemple, là, en parlant de mise en scène, en parlant de clown, en parlant de ce qu'on a vécu avec les Italiens et les Lituaniens, on peut très bien, oui, passer de la notion de projet à la notion de promesse. Ce que je trouve engageant dans le mot promesse, c'est que, pour moi, justement, il est plus engageant. Il va plus du côté de l'intime et peut-être même de l'humanité, quoi. Projet, c'est plus un outil, quoi. Enfin, c'est moins, tu vois, on est moins dans le. Et donc, redis-moi ta question. Eh ben, donc ce mot promesse, quand tu le ramènes à ce que toi tu as Ouais. vécu du haut de tes 63 années. 63 ans, est-ce que tu te dis, mais finalement, en fait, il est là, il est présent, ou pas forcément autant que j'aurais voulu, ou est-ce que déjà tu l'as conscientisé Ah non, moi, je te dis. Moi, c'est pas un mot que j'ai dans mon vocabulaire. Après, je le trouve assez, comment dire, poético-puissant, quoi. Enfin, je le trouve engageant. C'est un peu le truc que je voudrais dire, moi. Donc, qu'est-ce que je me suis promis, en fait, c'est ça Par ta exemple, question tout à l'heure, quand on a démarré on est entré dans le restaurant, tu m'as dit, ben là, à la fin de l'année, je prends ma retraite, Ouais, je vais partir en vélo. ouais. Ça, j'ai l'impression que c'est une nécessité. Une nécessité. Ah oui, c'est vital. Pour, voilà, qui devient en fait quelque chose donc tu dis vital. Et moi, quand j'entends ça, je me fais la promesse de guérir, d'aller mieux. Tu vois? Ben oui. De quoi je me mets? Ben oui. Je me fais la promesse de trouver un moyen de me libérer peut-être de choses pour passer à autre chose en fait. Pour recommencer autre chose. Voilà. C'est rigolo que tu dises ça parce que en venant, je me disais qu'est-ce que je vais partager avec Sébastien ce soir, moi qui suis dans un état que je connais bien, hein, de doute abyssal. C'est-à-dire, je bosse depuis 40 ans. J'ai deux chances énormes. C'est que même si j'ai connu des galères, même si j'ai été dans la précarité, même si j'en ai chié, même si j'ai toujours fait que ce que j'aimais. Et ça, c'est pas une promesse, ça? Je sais pas. J'ai fait que ce que j'aimais. Parce que t'imagines, tu es en train de me dire, j'aurais pu prendre autre chose, mais j'aurais été moins en galère, mais je préfère être en galère, mais faire ce que j'aime. Ouais. Tu vois le... Ben oui, traduis-le comme ça si tu veux, je sais pas. Voilà. Enfin, Après, là, on parle de promesse vis-à-vis de... Parce qu'en fait, la notion de promesse, moi, je la découvre aussi. Quand Emma m'a proposé d'appeler l'émission Radio des promesses, j'ai fait comme toi, en fait. J'ai dit promesse, tiens donc. Quoi t'es-ce? bah oui. Et puis j'ai commencé à réfléchir. En plus, j'ai commencé à proposer une émission. J'ai dit, bah, promesse. J'ai dit, mais, t'as la politique.
Ah oui. dans le soin, dans la maladie, dans le aller mieux, de comment faire pour nous faire à nous-mêmes des promesses pour guérir des choses. Dans le mariage, la promesse que tu donnes à quelqu'un, dans la relation, non, mais en fait, quand tu réfléchis, tu te dis non mais c'est juste un sujet universel en fait. Et je trouve que le clown, ce que j'ai vu de toi, parce que bon, je te connais depuis quelques années quand même, et je vous ai suivi avec Karine une fois. Parce qu'alors, bon, faut que les gens sachent qu'en fait, à part la mise en scène que tu fais, que tu diriges d'autres clowns, Ouais. tu es toi aussi clown. Combien tu as de personnages? Alors, j'en ai 2 vivants. J'en ai un qui va s'arrêter avec ma retraite parce qu'il vit là où je travaille. Il est né de cette partie de l'activité dans un quartier et que je ne veux pas qu'il continue à vivre entre guillemets, même si les clowns ne meurent jamais. Mais en fait, par exemple là, je suis en train de travailler pour prévoir les conditions de son départ. C'est-à-dire ce personnage, il a la chance de clown, il a la chance d'avoir vécu pendant 7 ans hein, dans un quartier qu'il a accueilli, qu'il a accepté, qui lui a donné des... Il s'appelle comment? Gaston Quinancé, spécialiste en tout. Alors, attends, vas-y, répète. Gaston Quinancé, Spécialiste en tout. C'est extraordinaire. Gaston Quinancé, spécialiste en tout. Il est né à Caen, dans un quartier comme ici. Et il a été sollicité ici dans le cadre du premier confinement, en mars 2020. Donc, ça c'est un personnage voilà, qui a eu une vie dans ce quartier, qui va partir de ce quartier. Il part le 26 septembre, de manière très officielle. Dans l'imaginaire pour aller ailleurs, dans la réalité pour disparaître, entre guillemets. Et j'ai un autre clown qui s'appelle Isaac, et qui lui continuera à vivre d'abord parce que c'est un personnage qui est plus ancien que Gaston, qui a vécu beaucoup dans la rue. J'ai fait beaucoup de rue avec lui. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir y retourner. D'autre part, je suis sur un spectacle avec lui auquel je tiens. Donc il peut rejouer peut-être, qu'il peut se rejouer. Et la dernière chose, c'est que pour être à peu près équilibré, il faut que j'ai dans mon escarcelle un personnage de clown possible. Moi, c'est ce que j'appelle une schizophrénie choisie. D'accord. C'est-à-dire, je peux... Gaston, par exemple, il vit demain, il sera dans le quartier du Perret, de telle heure à telle heure, et après je le remets dans sa valise, quoi. Un peu comme une marionnette. C'est un truc que je dis beaucoup aussi quand je transmets le clown, c'est que moi je préfère l'image de la marionnette, c'est-à-dire que dans l'art du clown, t'es la marionnette et le marionnettiste. C'est les deux. C'est-à-dire la marionnette, c'est ton clown, ta matière clownesque. Et toi, et le marionnettiste, c'est le comédien, plus la personne, quand même, qui va plus ou moins tirer les fils, sachant que si tu les tires trop, ton clown ne va pas vivre. Il faut trouver le juste équilibre. Parce qu'il va être limité, restreint, contraint. Et si tu les tires pas assez, il va faire soit n'importe quoi, soit rien. Donc moi, je préfère cette image-là. Et ces personnages ces deux personnages, Ouais. de Gaston et Isaac, Ouais. comment ils se sont inventés en fait en toi? Alors. Tu les as... T'es parti au départ d'une envie, et est-ce qu'ils sont nés? Oui. Est-ce qu'ils ont grandi? Est-ce qu'ils sont nés? Alors Isaac, c'est le plus ancien, il date de 2000. Alors lui, il est né parce que il est né de la pédagogie de l'art du clown, c'est-à-dire j'ai fait des stages. Enfin, j'ai eu la chance de croiser une clown qui s'appelle Caroline Aubin, qui a accepté de me prendre tout seul à Marseille pour bosser les premiers pas d'Isaac.
Et puis après, il a grandi au fur et à mesure de stages, puis de vécu dans l'espace, dans la vie, quoi. Moi, j'ai un gros souci par rapport à ma fonction d'artiste, c'est que j'ai un gros syndrome d'imposteur. C'est-à-dire, moi, je, je n'arrive pas à me considérer comme un artiste. Enfin, j'y arrive pas. Je rame un peu avec ça. Donc Isaac, il est né de ça. Après, il a fait les premières sorties. Après, il a vécu, il a vécu pour la création d'un solo. Après, il a beaucoup fait de rue, il a fait de l'hôpital, il a fait de l'EHPAD. Enfin, il a fait plein de trucs. Oui, donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quand on est allé à l'hôpital psychiatrique de Nantes avec Karine, c'était quel personnage? C'était quel? Isaac. C'était Isaac. Et Karine, c'était Clarinette. Clarinette. Isaac et Clarinette. Ouais. Et en fait, votre mission, c'était d'approcher les malades pour leur faire prendre conscience des méfaits de la cigarette, non? Pour recueillir de la parole sur leur pratique du tabac. Recueillir la parole sur la pratique du tabac. Leur pratique, ouais. Ouais. D'accord. J'avais trouvé ça extraordinaire parce que... Au service d'une conférence qui rendait public ce qu'il nous avait dit. D'accord. Moi, c'est un truc que je fais beaucoup, que j'ai beaucoup fait en clown. C'est-à-dire de me servir de l'outil d'un personnage de clown pour recueillir de la parole, avec une condition, c'est que si tu me demandes de recueillir la parole, il faut que tu entendes que moi je vais la restituer. Oui. Aux gens qui me l'ont donné. Je vais pas garder ce qui m'a été donné pour une institution, pour je sais pas quoi. Le minimum, c'est que je la redonne à ceux qui me l'ont prêté. Et moi, j'ai observé, puisque je faisais des photos à ce moment-là. Ouais. J'ai observé de loin, à distance, la façon dont les malades venaient vers vous et réagissaient. Et en fait, le fait de devenir ces personnages, en fait, ils avaient l'impression d'avoir en face eux pas des humains, en fait, pas des gens qui étaient là pour analyser tout ça, mais des gens qui étaient pour écouter, et puis d'une façon complètement c'est un dessin animé, quoi. C'est-à-dire, c'est un jeu. C'est un jeu, voilà. C'est un jeu au sens propre. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est une des conditions de... En fait, pour que le clown joue sa fonction de médiation, de tiers, il faut que l'humain en face de lui accepte le jeu. S'il n'accepte pas le jeu, il n'y aura pas de rencontre, et surtout, il n'y aura pas de matière à la rencontre. Il y aura soit du rejet, qui peut être plus ou moins violent, soit du déni, du désaccord et pas de parole. Mais c'est vrai aussi pour Gaston dans les quartiers. Oui, j'imagine. Très bien. Gaston, il a une relation si la personne qui est en face accepte le jeu de rentrer en relation avec un être différent, quoi. Et si on revient à la notion de promesse, la promesse que se fait le clown et l'humain quand ils se croisent, c'est que leur parole a de l'intérêt. Pourtant, elle est dans un contexte très singulier, qui est celui de la rencontre entre un extraterrestre et un terrestre. Mais il n'empêche que le contenu de la rencontre a de l'intérêt. Et les deux se disent, ok, ce qu'on va vivre ensemble, on est d'accord pour le vivre. Et c'est vrai aussi dans les EHPAD. Avec Karine, Karine est continue, moi j'ai arrêté, mais on a fait des interventions dans des EHPAD dans lesquels il y avait des services Alzheimer. Je veux dire, t'as des gens, ils ont affaire à un clown, et ils vont te raconter des trucs que je sais même pas s'ils racontent aux gens qui les visitent, quoi. Parce qu'il y a une espèce de règle de dire à toi je peux dire ça. Ça veut dire que devant un clown, les gens se disent lui il peut tout entendre, je peux tout lui dire. À la fois ça va rester entre nous. Ouais. C'est un échange. C'est pas une... Il n'y a pas de jugement, par exemple. Il n'y a pas de jugement, oui, c'est vrai. Pour vous avoir vu travailler, effectivement, il n'y a pas de jugement. En plus, si tu juges en clown, c'est mort. Tu fais pas ton boulot, en fait.
Bah, t'imagines, t'es un être, un des outils, dans les outils principaux du clown, il y a quand même le ridicule. Oui. Ah, tu vois, donc si tu viens avec le ridicule et que l'autre accepte que t'es dans cette image-là, bah oui, le minimum c'est quand même d'être dans l'écoute et dans le non-jugement. Je sais aussi que, pour te connaître un petit peu, tu écris. Ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé, tu écris des poèmes? Pas que, enfin... Ouais, principalement. Est-ce qu'il t'est arrivé d'écrire des poèmes en rapport avec la notion de... Alors pas forcément promesse, mais envie, ou tu vois, des mots qui s'en rapprochent, dans l'énergie en tout cas? Bah oui, j'écris plutôt que là-dessus en fait. Bah, j'écris moins que ce que j'ai écrit, mais j'ai beaucoup écrit là-dessus. J'ai beaucoup écrit sur le désir, par exemple. Mais beaucoup. J'ai écrit assez peu sur des états d'être. J'écris plutôt vers la lumière, donc on va dire vers l'envie. Mais par exemple, la plus grande promesse que je me suis fait en écriture, c'est qu'un jour je me suis dit. Donc moi j'ai une particularité, je suis pas seul, hein, mais je ne connais rien de l'histoire de ma mère. Elle ne m'a rien transmis. Donc je me suis inscrit à un atelier d'écriture autobiographie et j'ai écrit l'autobiographie imaginaire de ma mère. C'est-à-dire je me suis mis au jeu comme si j'étais ma maman, à la fois en m'appuyant sur des trucs plus ou moins vrais, mais surtout en imaginant les choses. Et ça, je me suis fait la promesse d'aller jusqu'au bout. Sans savoir ce que ça allait produire. Et ça a produit quoi? Un livre. Un livre. Qui s'appelle? Qui s'appelle, je sais plus. Qui s'appelle, qui n'a pas de nom pour l'instant, je crois. En fait, tu l'as fait pour toi. Est-ce que tu avais... Non, si je peux l'éditer, j'aurais bien envie de l'éditer. Ah bah... Je l'ai envoyé à des éditeurs, mais pour l'instant pas assez pour avoir des réponses. Mais... Non, j'ai envie de... En fait, ma maman, c'est quelqu'un qui s'est tue toute sa vie d'adulte sur ce qu'elle avait vécu enfant. Personne ne connaît son histoire. Mon père ne la connaissait pas. Ses belles-sœurs, qui étaient ses meilleures amies, ne la connaissaient pas. Donc je pense qu'elle est partie avec un truc assez sympathique, quoi, genre monstrueux, quoi. C'est hallucinant cette histoire. Bon, donc tu me dis qu'en fait... On parle de plein de trucs, je sais pas pourquoi on en arrive là. Mais... Ah ben c'est tout a une raison d'être. Donc si jamais parmi les gens qui écoutent cette émission, il y a des gens qui sont éditeurs et qui seraient intéressés par lire ton manuscrit, et voir s'il est possible d'en faire quelque chose, me contacter et je me ferai un plaisir de vous mettre en contact avec Didier. Il est même disponible à la lecture pour quiconque. Oui, tu fais pas de rétention en fait. Non. Bah d'abord, c'est pas mon histoire. Moi j'ai appris un truc en écrivant, c'est que des fois quand tu fais lire, d'abord toi ça c'est assez chouette. Et des fois ça évoque des choses aux gens, donc pourquoi garder les écrits pour soi, quoi. Est-ce que je peux me permettre de te donner un conseil? Vas-y. Trouve un titre. Le jour où tu trouveras un titre, tu l'éditeras. Tu vois, par exemple, je sais plus à qui je parlais d'écriture il y a pas longtemps. Moi, j'ai fait un atelier d'écriture, donc je n'arrivais à écrire que pendant cet atelier d'écriture. C'est un atelier hebdomadaire de 3 heures. On était plusieurs. Tout le monde écrivait son autobiographie, sauf moi qui écrivais celle que je viens de raconter. Mais par exemple, le premier effet de l'écriture, alors sachant que tous les gens qui étaient là ont entendu mes textes, parce que la règle c'est que t'écris et après tu lis au bout. Oui, je connais le principe. Donc la première chose que j'ai eu comme retour, c'est comme j'écrivais au jeu et au féminin. Bah en fait, je savais, enfin ce que j'écrivais avait du sens, comme si ça avait été ma mère qui l'écrivait. C'est-à-dire c'était pas une arnaque, c'était pas voilà. La deuxième chose que j'ai eue qui m'a beaucoup touché, c'est que les gens m'ont dit mais c'est bourré d'amour. Il y a pire que d'aimer sa mère, donc voilà. La troisième chose, c'est que ça m'a rapproché de ma mère, ça m'a enlevé
les émotions pas hyper créatives qui sont la colère, la tristesse, l'incompréhension que cette femme s'était laissée mourir en fait. Et ça, je trouve que tu vois, même si t'es pas lu, il se trouve que moi, le processus d'écriture m'a vraiment fait ça, quoi. Oui. Donc déjà pour soi, voilà. Après, pourquoi j'ai envie de l'éditer, c'est d'abord parce que c'est une façon de finir autrement, que la vie de ma mère se poursuive autrement que comme ma mère est morte en 3 semaines. Hein. Entre le moment où mon père m'a appelé en disant ta mère a un cancer et le jour de sa mort, il s'est passé 3 semaines. C'est quand même assez rapide quand t'as 22 ans. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la poursuite, et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre de la parole des femmes, qui est un de mes sujets de cœur, d'esprit et de militantisme, quoi. Tu sais, je me dis que, le texte, il peut être édité. Non, petit 1, tu vas lui trouver un titre, petit 2, il va être édité. Comme tu dis, ce texte, il va forcément parler à des gens. Ah bah ouais, il y a des chances. Il y a des chances qu'il y a des raisonnements, il y a j'appelle moi des vibrations qui vont se transmettre et qui vont aider aussi d'autres personnes. Donc comme tous les textes d'ailleurs qu'on écrit, ils sont pas que pour nous, ils sont aussi là pour aller soigner des choses. Comment tu vois, parce que là on parle de promesses depuis tout à l'heure par rapport à toi, mais comment tu perçois la promesse que les autres peuvent te faire? Les promesses que les autres peuvent te faire, que ce soit dans le boulot, dans les relations, est-ce que tu es sensible à ça? Pas assez, je pense. Pas assez. Moi, j'ai grandi, vieilli, un peu comme un ours, quoi. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je vais à Berlin, parce que l'ours est le symbole de Berlin. Donc je me suis dit qu'il fallait retourner à l'ours. Non, pas assez, je pense pas. Je pense que je fais pas assez attention aux messages. Par exemple, là, j'en reçois. Il se trouve que je vais partir de là où je travaille. J'en reçois de manière un peu. Je suis gêné, quoi. Oui. Là, par exemple, quand j'ai commencé à dire bon bah voilà, je vais arrêter, je m'en vais, je vais arrêter plus vite que prévu parce que je suis fatigué, j'en peux plus, mon corps me dit de se calmer et tout ça. Donc il y a des gens à qui ça fait drôle, quoi, que ça se passe et que ça se passe plus vite. Et il y a des gens qui m'ont dit mais en fait tu peux pas partir sans. Alors ça tombe bien parce que je l'avais anticipé, mais tu peux pas partir sans réfléchir à la suite parce que t'as créé un besoin. Et moi c'est ce que je dis souvent en ce moment, c'est-à-dire que moi je finis ma vie professionnelle comme je n'ai pas rêvé de la finir. C'est-à-dire concrètement, j'ai toujours su quand j'ai commencé à être clown. Je travaillais à l'époque dans un quartier comme celui où je travaille aujourd'hui, c'était en Normandie, quartier populaire, politique de la ville, quartier prioritaire, on a tous les stigmates de ces quartiers-là. Et je me suis aussitôt dit que j'avais envie de croiser l'art du clown et ces territoires-là, quoi. Et là, je finis ma vie professionnelle en le faisant, en étant payé pour le faire, en étant bien payé pour le faire. Vraiment, tu vois, donc en étant reconnu à la fois par les retours et par ma rémunération, alors que je l'ai pas rêvé, quoi. Moi, c'est le confinement qui m'a permis de faire ça. Un jour, une directrice de maison de quartier m'appelle en disant est-ce que tu fais des criers dans la rue? Je fais bah oui, j'en ai fait en Normandie. Crier, c'est-à-dire? Les criers, c'est le garde champêtre, c'est tu cries de l'information. Ah oui. Des petites annonces, tout ça. Comme au Moyen-Âge? Ouais, comme c'est vieux comme le monde. Ouais. C'est les premiers journaux. Et je lui dis oui, je le fais, mais moi je le fais avec un personnage clownesque. Il me dit non, mais c'est pas grave, c'est les habitants qui demandent ça. Est-ce que tu veux bien le faire? C'est le confinement, on n'a pas de budget. Je fais oui, moi je dis oui, bien sûr. Là, ça m'a sauvé la vie. Je restais pas enfermé chez moi, donc je faisais un truc qui avait du sens. Et donc ça a commencé comme ça, et de fil en aiguille. Tu allais avec un porte-voix? Ouais, j'allais avec un mégaphone, ouais. J'allais avec un mégaphone. Et donc, et là maintenant, tu vois, j'en suis à faire ça. Et quand je dis que j'ai pas rêvé de ma fin de vie professionnelle, c'est que je l'ai pas rêvé. Enfin, quand j'ai commencé ça en Normandie, j'ai eu des résistances. Ça passait pas, les gens voulaient pas, je trouvais pas les financements, tout ça. Ici, ça s'est fait en 3 ans, quoi, 3 ans et demi, 4 ans. Oui, parce que moi j'ai vu le moment où on a fait le spectacle, c'était pas. Ah non, c'était compliqué, oui, que ce soit pour Karine ou toi, vous galériez. Enfin, c'était.
Ah bah oui, on payait. C'était relou, quoi. On savait pas comment on allait payer. Et c'est vrai que ça s'est débloqué. Il y a eu un déclic, effectivement. Ah bah moi, c'est le confinement qui m'a vraiment. Enfin, c'est très clairement ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce au confinement, j'ai fait comprendre à un territoire en quoi ce type de choses, ce type d'intervention, d'outils de médiation avait du sens pour le territoire. Et ce que disent les habitants et les gens du territoire maintenant, c'est mais comment on va faire sans Gaston? Je sais pas, enfin, quelqu'un va venir à sa place, tu vois. Donc là, par exemple, si on revient à la notion de promesse, moi, alors parce que je retourne ta question, donc c'est pas du jeu, mais moi T'as le droit de tout faire. Je me suis fait la promesse de me donner, de me donner tous les moyens possibles pour que quelqu'un prenne la suite. Voilà. À partir du moment, alors dans un premier temps, ça je l'ai pas fait. La promesse que je m'étais fait, c'était de dire comment ce qu'on mène dans le quartier peut continuer. Et après, il se trouve que en une réunion, les gens ont dit non, mais nous on veut il y a un personnage qui continue. Donc là, j'ai repris à charge ça et j'ai dit bon ok, je m'en occupe quoi. Je cherche quelqu'un, je trouve quelqu'un, je le forme s'il faut. Et c'est compliqué hein. Ah, ben ça sera de toute façon très différent. Ah bah oui. Puisque ce qui est compliqué, c'est ça, c'est de transmettre tout en sachant que ça sera très différent. Ouais. En fait, tu transmets l'énergie, la promesse la volonté, mais la façon dont ça va se faire appartiendra à la personne qui va faire cette proposition. Ouais, c'est ça. La seule chose que je peux transmettre, c'est que c'est possible. Oui, ça marche. Oui. Ça fonctionne, les gens le veulent. C'est possible. Tu vas être accueilli, ça va être ok, tu vas être payé pour ça. Donc vas-y. Après. Donc voilà. C'est une écriture en fait. C'est une écriture c'est une écriture d'un personnage, c'est un scénario de quelle façon j'interagis dans ce quartier, de comment je réagis avec les gens. Je prends en compte le passé, la façon dont Didier a travaillé, a donné son amour aux gens, ce qu'il y a eu comme retour, et puis avec ça j'essaie de composer autre chose pour transformer, pour faire autre chose. Exactement. Et ta question c'était est-ce que tu es sensible aux promesses que les autres peuvent te faire? Là par exemple t'en as une. Ils veulent, Ouais, j'ai des gens qui me promettent d'accueillir la nouvelle personne et de travailler avec elle pour qu'elle ait les moyens de bosser. Ouais, ça c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça fait partie tu dis que t'as travaillé toute ta vie pour arriver à ça, mais là ça va beaucoup plus loin parce qu'en plus t'as engagé d'autres personnes à assumer aussi ça. Je trouve que c'est magnifique en fait. Ouais, là par contre ça c'est une promesse que j'entends de leur part, ouais. Après je réfléchissais aussi sur la vie intime ou personnelle. Là par contre je pense que je suis beaucoup moins bon. Ah, parce qu'il faut être bon pour faire des promesses? Non, il faut être... Alors bon n'est pas le mot, mais juste. Je pense qu'il faut être... Enfin... Il y a quelques semaines, j'ai fait la première émission à Viarme, au marché du Brocanteur, et que je vous invite à écouter d'ailleurs, pour les auditeurs. Et j'avais posé la question à un jeune homme qui est horloger, qui répare les montres. Et je lui dis, mais c'est quoi le rapport entre le temps et la promesse? Il m'a regardé, il me dit la péremption. Une promesse, ça peut se rendre. Promesse de mariage, tu divorces, tu rends la promesse de mariage, ça. Et donc, j'ai entendu, là, tu m'as dit des choses que j'avais même pas au début de la conversation, par rapport à la notion de promesse. En fait, chaque personne a une vision et une proposition qui est juste et différente. Et je trouve que c'est génial, en fait. C'est pas un sujet monogame. Ça vibre sur toutes les fréquences, en fait. Alors, donc, la promesse vis-à-vis de toi, tes promesses que tu as essayé de tenir et le résultat qui va en découler. Et puis, la promesse que les autres t'ont faite aujourd'hui, qui sont présentes. Après, les notions de promesse, sur quel sujet on est, si c'est dans la relation intime, dans le professionnel, dans l'amitié et tout ça, c'est, de toute façon, on est tous à se questionner. J'ai quelqu'un qui m'a dit, je réfléchis aux promesses que j'ai tenues et celles que j'ai pas tenues. Bon, ça résume bien, en fait. Ouais.
Et puis évidemment, c'est pareil pour les autres. Bah, par exemple, je trouve qu'il y a une promesse qui est un peu costaud, c'est quand tu fais des enfants, tu leur promets quand même enfin, je trouve que faire un enfant, par exemple, là, je trouve on leur fait la promesse de leur donner le maximum d'éléments pour que ils puissent après faire la vie la plus juste pour eux, quoi. Leur donner tous les moyens pour réussir leur vie. Bah, plutôt je sais pas, les moyens, moi, par exemple. L'éducation, plutôt, la façon la justesse je sais pas, moi, je pense que, moi, j'ai la chance d'avoir 2 enfants, fabuleux, entre autres parce que, bah, tu vois, par exemple, c'est 2 personnes qui font, elle et il fait, elle fait et il fait, je pense, ce qu'ils ont envie de faire. Et je connais la valeur de ça puisque c'est ce que j'ai connu. Et que je pense que dans un monde complexe, difficile, dur, violent, si en plus tu fais pas ce que tu as envie de faire, c'est chaud bouillant pour tenir, quoi. Ouais. Moi, je vais dire, une des raisons pour lesquelles je suis angoissé de partir à la retraite, c'est que ça fait 40 ans que mon travail me sauve la vie. Il m'a sauvé la vie un paquet de fois, quoi. Et que là, je vais me retrouver avec autre chose, mais je vais me débrouiller. Mais c'est ça que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'angoisse, quoi. Est-ce que tu peux imaginer que la relation que tu as avec ton travail Ouais. ne s'arrête pas, mais va se transformer, et que tu vas plus être acteur du clown qui interagit dans la rue avec les gens, mais professeur et conseiller de celui qui va essayer de te remplacer. Peut-être, ouais. Et que ça peut durer un bon moment, l'histoire. Ouais. Et que même, peut-être qu'ils vont te payer pour ça. Ouais, ça on verra. Ça on verra. Et donc, ton regard va prendre le recul pour observer, en fait. Et ça va être un autre job, en fait. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai fait depuis 1 an, je travaille beaucoup sur la question de la transmission et la transmission du projet associatif, des actions, l'arrêt de certaines actions, enfin voilà, sur globalement comment partir dans des conditions les plus intelligentes possibles, quoi, les plus sensibles et les plus intelligentes possibles. Et on a fait une réunion il y a 2 semaines qui était assez miraculeuse, enfin vraiment. On avait des gens autour de la table à qui on faisait un état des lieux de la question de la transmission et qui disaient ah mais c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Et à la fin, il y a quelqu'un qui me dit mais moi j'ai une demande à te faire, Didier, c'est que je sais pas comment on peut faire, mais je voudrais bien que tu nous dises qu'est-ce que tu retiens de 8 ans dans ce quartier. Pour nous, en fait. Pour nous qui continuons. Et ça m'a à la fois ému, déstabilisé, intéressé. Parce que là aussi, enfin, c'est un cadeau, quoi, tu vois, de dire à quelqu'un, dis-nous ce que tu retiens de 8 ans de travail dans un quartier. Sachant que je sais pas aujourd'hui, hein, je sais pas si je vais le faire, je sais pas comment ça va se faire. Par contre, je trouve que, bah là aussi, tu vois, par exemple, là aussi, on est dans du domaine de la promesse, ça. La personne qui dit ça, c'est pas n'importe qui dans le quartier, et puis surtout, c'est quelqu'un qui a beaucoup appuyé le fait que je puisse être payé et tout ça, et reconnu. Donc là aussi, il y a une promesse réciproque de dire, en fait, j'ai reçu, peut-être la façon de rendre, c'est de dire, de poser un regard le plus juste possible sur c'est quoi ce que je vois de ces quartiers et ce que je pense qu'on peut y faire, quoi. Parce qu'évidemment, j'ai des idées là-dessus. Évidemment, d'autant plus que j'ai envie d'y vieillir, donc j'ai pas envie que ce soit n'importe quoi dans 10 ans, quoi. Est-ce que tu as alors je sais ce que tu vas me répondre, mais je vais quand même te poser la question. Est-ce que tu penses que tu as gagné le privilège de devenir indispensable? J'espère pas. Non, je pense que j'ai... Tu crois que tu peux répondre maintenant à cette question? Ou il faut attendre quelques mois, quelques années pour pouvoir y répondre? Bah, il faudra attendre quelques années pour y répondre dans le sens de sa réalité et son efficacité pour le nez, quoi. Est-ce que tu imagines que... Indispensable, c'est un truc avec lequel j'ai du mal. Oui, je vois bien.
Mais est-ce que tu imagines que l'expérience, c'est 8 ans, là, Ouais. et cette valeur cet acquis, Ouais. qui, pour cette problématique-là, est une barre à or pour les mairies, Ouais. pour aller régler des trucs Ouais. de ouf Ouais. que personne ne sait régler. Et toi, tu as l'expérience, tu as la méthode, tu as l'analyse. En fait, tu sais faire. Donc, si je te prends, je te projette n'importe où, tu peux au moins leur expliquer. Donc, tu peux faire un conférencier Ouais. et aller dire aux gens, voilà, comment ça marche dans les quartiers, à travers l'image du clown, et qu'est-ce que ça passe derrière comme message, Bah, à travers le regard sensible, en fait, que Voilà. ce soit le clown ou autre chose. à travers le regard sensible, comme tu l'appelles. T'imagines un peu, donc moi je pense, en toute honnêteté, que tu vas changer de métier, en fait. Avec un métier beaucoup plus confortable, parce qu'en fait, ça va être toi qui vas décider quand tu vas te mettre en œuvre ce partage de connaissances, et où, et comment, et à quel prix, Et auprès de qui? et auprès de qui. Voilà. Donc ça va être, c'est le job idéal, puisque en fait, c'est toi qui dirige ça. Et les gens qui vont écouter cette émission vont comprendre en fait la valeur. Parce que il y a des gens qui vont avoir des enfants d'amis, il y a des jeunes qui sont dans des quartiers comme ça. Enfin bon, c'est une problématique de société. C'est une problématique de société. Et là, c'est une solution, un angle qui est complètement Singulier. personne n'y a jamais pensé en fait. Mais alors, si je peux abonder dans ton sens, il y a ce regard-là, en fait. En fait, concrètement, moi, j'ai été dans les métiers avant les métiers quand tu es étudiant, mais depuis le 1er octobre 1987, j'ai fait plusieurs métiers qui peuvent sembler être tous différents et qui pourtant filent le même la même hypothèse, c'est que quand tu écoutes les gens, ils ont des choses à dire. Quand tu les invites à s'écouter eux-mêmes et à comprendre combien ils peuvent être justes et intelligents, et qui s'associent avec d'autres qui ont fait la même chose, tu produis du mieux en fait. 1 + 1 = 3. Tu vois ? 1 + 1 = 3. Donc ça, c'est un truc que je peux le travailler. Et l'autre chose, c'est que j'ai eu la chance de travailler sur d'autres choses, d'autres domaines qui touchent à la question de la violence faite à soi et aux autres, qu'on appelle des fois le harcèlement, qu'on appelle les discriminations et tout ça. Et qu'il y a pas longtemps, il y a 2 ans, j'ai construit un outil de lecture qui part de la lecture des relations interpersonnelles dans les cas de discrimination ou de violence interpersonnelle, et qui va jusqu'à quel positionnement, avec le même outil de lecture, avec le même schéma, quel positionnement tu as dans un groupe, par exemple associatif, pour mieux être ensemble au service de la coopération. Je t'en parle d'autant plus que je viens de le tester auprès de quelqu'un qui a quelques idées sur cette question, et qui m'a dit « Ah ouais, mais c'est génial ce truc !» Je sais pas comment je vais m'en servir, je sais pas comment je vais te solliciter, mais c'est génial. Donc, avec toutes ces façons, toute cette analyse, tout ce recul, tu as devant toi, en fait, un gros potentiel pour aller disséminer cette parole et ces méthodes, ces techniques, ces approches. Ça serait très dommage que ça s'arrête là, en fait. Ouais. Ce qui va se passer dans l'année qui vient, c'est que, et c'est marrant parce que je le sens déjà, je sors de l'hyperactivité en fait. Et des fois, il y a des jours où ça me désarçonne parce qu'à la fois je dois transmettre, donc il faut que j'arrête des choses parce que je sais que la personne qui va continuer va pas les reprendre, par exemple, que je sais qu'il faut qu'elle les prenne à sa façon, tout ça. Donc il y a aussi de l'abandon. Enfin, il y a des trucs qu'il faut abandonner. Et donc je suis en train de découvrir quelque chose que je ne connais pas depuis le 1er octobre 1987, qui est rien dans son agenda. Rien. J'ai rien de marqué, quoi. En fait, tu sais, c'est drôle parce que Berlin, par exemple, je l'ai décidé il y a un an et demi, et je sais toujours pas pourquoi. Par contre, je sais qu'il faut que je le fasse. Ça, c'est hallucinant, quoi. C'est ton chemin de Compostelle. Ouais, c'est ça. C'est du délire, quoi. C'est te retrouver dans un truc où
Alors moi, il m'arrive de me faire des promesses. C'est parce que tu as amené le mot promesse que je mets maintenant dans mon vocabulaire et que je le trouve très agréable à dire. Moi, je veux pas mourir malheureux. Tu vois, ça par exemple, c'est un truc. Je veux bien mourir, j'ai pas envie de souffrir, je veux bien mourir, ça va. Moi, j'ai connu deux morts la mort de mon père et la mort de ma mère n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est un peu les antipodes en fait. Mais je crois que aucun des deux n'est mort malheureux, même si je pense que vraiment ma mère pourtant qui s'est pas fait de cadeau n'est pas morte malheureuse. Ça pourrait être le titre de livre. Je ne suis pas morte malheureuse. Et mon père encore moins, et ça j'en suis sûr parce que je l'ai accompagné, donc je sais, ça je le sais. Donc ça par exemple, toi, c'est une promesse que avec laquelle je jongle beaucoup en ce moment. Parce que moi je suis un mélancolique, c'est hallucinant, c'est fatigant tellement je suis là-dedans. Mais par contre ça c'est un truc, et je pense que c'est une des raisons du départ à Berlin. De toute façon, cette raison, elle t'apparaîtra quand, au milieu du chemin, tu dis mais ça y est, j'ai compris. Je sais pourquoi je vais là. Et même, ça peut être même beaucoup mieux. Ça peut être que quand tu vas arriver à Berlin, tu vas rencontrer quelqu'un ou une situation, n'importe quoi. Tu vas dire waouh, il n'y a pas de hasard. Tu vois le truc. Il n'y en a pas de toute façon. Voilà. Oui, il n'y en a pas. Non. De toute façon, ça n'existe pas. Non, mais on peut le provoquer. Et pour moi, le hasard, il n'existe pas à condition qu'on se fasse, qu'on provoque des choses. Qu'on provoque suffisamment de choses en fait, et qu'on prenne la bonne direction. On essaye, parce que la bonne direction, c'est pas la direction qu'il te faut. La bonne direction, c'est la direction qui te paraît bien sur le moment, mais que tu peux changer en cours de route, parce que finalement, c'était une erreur, mais c'est pas très grave ça. Moi, il y a une promesse dont j'aimerais bien parler avec toi. Enfin, avec toi ou comme ça. Oui, là, avec toi. Parce que c'est vraiment un truc sur lequel j'ai été mauvais toute ma vie. En tout cas, je me trouve mauvais. C'est la promesse amoureuse. Alors, c'est drôle ce que tu me dis, parce que s'il y a bien un endroit où je ne peux pas faire cette promesse, c'est là-dessus. Moi, j'en ai fait. Et j'ai pas tenu. Tu as fait la promesse, t'as fait promesses. la promesse d'engagement. Sauf que la promesse d'engagement, quand on est deux, une promesse qui t'appartient, où tu es le seul acteur de cette promesse. Oui. Bon, c'est une chose. Oui. Mais quand tu fais des promesses sur des sujets où il y a une autre personne, deux autres personnes, trois, tu divises par autant la chance de réussir la promesse. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour le coup, moi je me pose vraiment la question si dans la relation amoureuse, la promesse a sa place en fait. Vraiment, plus j'avance, c'est un sujet qui me tient à cœur en plus. Est-ce que la promesse a sa place? Et est-ce que justement parce que il n'y a pas de promesse, que cette relation peut s'épanouir et exister. Contrairement à ce que tu peux mettre en place, parce que quand tu disais par rapport aux enfants, en fait tu te fais la promesse d'essayer, en fait finalement. De donner tous les moyens. Tu donnes tous les moyens, tu n'es pas responsable du résultat en fait. Parce que de toute façon, tu n'auras pas pu faire plus. Tu n'es pas plus responsable. Oui, tu n'es pas responsable du résultat quel qu'il soit. Tu n'es même pas responsable de la réussite. Ouais, bon, là on rentre dans la philo. Hein. Non. Là, tu me diras. Non, en fait, non, je crois pas parce que par exemple, moi, quand je vois mes enfants, dont je pense que au jour d'aujourd'hui, ils ont. Moi, ma fille vient de se marier. Je crois que j'avais pas une information m'avait pas rendu heureux depuis des années, alors que j'en suis à 3 mariages et 3 divorces personnellement, et que je pense que le mariage peut être un piège. Tu vois, c'est-à-dire, c'est une institution, donc ça peut être un piège. Et j'étais heureux pour eux. Et le mariage repose sur une promesse, hein, je te le rappelle. Ouais, ah bah oui, putain. Enfin bon, celle-là, elle est patriarcale, donc on va ça. Ah oui, mais bon, dans la société, c'est un sujet qui repose sur une promesse, c'est ça. C'est le mariage. Non, mais tu vois, c'est pour dire...
En tout cas, la promesse amoureuse, c'est vraiment un truc sur lequel, voilà. Je suis pas fier de moi, quoi. Et t'as que 63 ans, hein? Hein? Tu n'as que 63 ans. Ah oui, 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 oui. La vie est encore devant toi, hein? Oui, 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 oui. On sait jamais. Ouais, c'est vrai, on sait jamais. Qu'est-ce qui peut se passer sur le trajet entre Oui, Nantes oui, oui, et tout à Berlin? fait. Surtout que je fais des détours en plus. En plus, donc, tu fais des détours. On sait J'ai jamais. décidé de faire des détours. Ben voilà, donc. J'ai décidé de surtout pas y aller en ligne droite. Ah, ouais, d'accord. Toi, je suis passé de 1800 km à de 1200 km. Quand j'en suis déjà à 1800 là. Et en fait, mon doute, c'est est-ce que je vais m'arrêter à Berlin? Parce que j'ai une autre Mais destination. peut-être que tu n'y arriveras même pas, en fait. Ah oui, c'est ça, ou peut-être, ouais, c'est ça. Peut-être qu'il Parce que j'ai il une va se autre, passer quelque chose j'ai en une cours autre de route. destination qui me gratte depuis très très longtemps. Mais qui est encore plus à l'aise que Berlin. Mais tu vois, oui, t'as raison, peut-être j'y arriverai pas. Peut-être je fais 5 jours et je fais demi-tour. Non, non, mais peut-être que tu le feras parce que une invitation sera telle que tu l'accepteras et que finalement tu diras, laisse tomber mon histoire de vélo. J'ai d'autres choses à faire beaucoup plus intéressantes. Je sais pas en fait. Ouais, c'est vrai. Tu l'as vu le film à bicyclette? Non. Ah. C'est un film incroyable. C'est deux mecs, potes, notamment Philippe Rebotte, qui est un acteur assez connu, pilote aussi, c'est un acteur connu. En fait, il a un pote, je sais plus le nom de ce comédien, dont le fils s'est suicidé, et il décide de faire le voyage en vélo avec 2 vélos branquignoles. C'est un très beau film, notamment sur l'humanité. Parce que je sais pas si j'essaye de faire le lien à chaque fois avec la promesse, mais Il n'y a aucune obligation. non. Non, mais c'est bien aussi d'essayer de revenir à, tu vois, enfin, c'est pas n'importe quoi comme mot. Toi, on parle pas, je sais pas tout, on parle de, non, je trouve que c'est un joli mot, moi, je te dis, c'est un mot que, moi, je serais curieux d'ailleurs d'entendre, mais ce sera sûrement dans votre émission, pourquoi elle l'a amené ta collègue, là. Emma? Ouais. Parce que c'est quand même pas un mot très usité. Alors, hein. je ne peux pas répondre à sa place, mais j'ai quand même une petite idée. Mais en fait, si, parce qu'elle a fait une promesse. En fait, toute cette histoire de web radio, qui va s'appeler la radio des promesses. Mais tout ça vient d'une promesse. C'est joli, hein. Ça me fait penser, on verra s'il y a un rapport, parce que je l'écouterai, mais moi je vais sur la notion des promesses que je tiens en clown. Tous les ans, je vais, je crois que je t'en ai déjà parlé, mais je vais à un festival à Cabourg, qui s'appelle Une autre façon d'aimer, qui réunit des philosophes, des thérapeutes, des penseurs et des penseuses. Et moi, j'y vais depuis plusieurs années, et j'y vais parce qu'avec Isaac, le clown qui va rester actif, je fais des contrepoints clownesques à chacune des conférences. Et donc, tu vois, la promesse qu'il y a alors d'abord, les organisateurs et moi, c'est que je tienne ça. C'est-à-dire cette possibilité, capacité à faire un contrepoint clownesque à une conférence intellectuelle. Intellectuelle. Quand même, tu vois, j'ai fait Comte Sponville, par exemple, qui n'aime pas les clowns et qui en a peur, mais ça, c'est pour le détail. Out of record. Et maintenant, en fait, ce qui est drôle, c'est que les organisateurs m'ont dit, mais tu sais qu'il y a des gens qui viennent parce que t'es là, en fait, parce qu'Isaac est là. Des gens qui viennent au festival, alors pour les conférences, mais aussi parce que t'es là. Pour les contrepoints clownesques. Et ça fait partie des trucs que j'aime le plus faire en clown, parce que c'est les premières choses que j'ai fait, des contrepoints sur des conférences. Et c'est curieux, c'est le fait de maintenant y aller en se disant, en fait, il faut tenir la promesse par rapport aux gens qui viennent, parce que la parole d'Isaac a du sens pour eux autant que la parole de telle ou telle intervenante est intervenante. Ah mais parce qu'ils considèrent qu'Isaac est aussi sérieux que les politiques, que les et à chaque intervenants fois, tu vois, très sérieux.
j'ai vraiment des retours, enfin que moi, en plus, je sais pas très bien reprendre les retours, donc si je les prends un peu mieux qu'avant, mais je les prends toujours pas très bien, mais pas bien au sens, je sais pas les prendre, quoi. Je sais pas, ça m'encombre, quoi. Mais là, c'est juste par rapport à, toi, il y a quelqu'un. En fait, on a commencé ça au début, c'était avec Karine, et puis Karine a arrêté. C'est quelqu'un qui participait à ce festival et qui a dit aux organisateurs, mais vous devriez les faire venir, ils font des trucs géniaux, en contrepoint clown, ça aérerait un peu. Et de fil en aiguille, voilà, j'y vais tous les ans, presque Donc tous les ans. il t'invite en fait? Ouais, je suis payé. Ah ouais, bah. Je suis payé. Donc, tu vois, t'auras toujours des trucs à faire. Hein, Je suis même payé si t'es à la retraite. indemnisé et j'adore ça. Parce que, en fait, pourquoi j'adore ça, c'est qu'en fait, d'abord, à la fois quand t'es clown, tu peux pas être plus dévoilé, et d'un autre côté, t'es quand même un peu planqué derrière un personnage. Et surtout, j'ai la chance à la fois d'entendre des trucs quand même plutôt pointus, quoi. Et donc c'est une chance, quoi. Et c'est une chance que l'organisateur te demandant d'être là, les conférenciers peuvent pas refuser, quoi. Après, ce qui se passe, c'est la tension entre moi, enfin, entre Isaac et le conférencier ou la conférencière, où tu penses, toi, Comte-Sponville, il voulait pas, quoi. C'est clair, il ne voulait pas. Quoi. Il ne voulait pas de contrepoint, quoi. C'est clair. Tu ne fais pas de contrepoint à Comte-Sponville. Merde. J'écris des livres. Et donc, c'est ça. Mais ça, j'adore ça. J'adore ça parce que j'ai comme règle déontologique de ma pratique du clown de ne jamais me servir du clown pour dénigrer, critiquer, rabaisser, je sais pas quoi. Tu vois, j'utilise pas le nom des gens. C'est pas sa place. Bah, certains clowns le font et puis certains clowns le font bien. Hein. Moi, c'est pas ma pratique du clown. Moi, ce que j'essaye toujours, c'est de proposer, là en l'occurrence aux conférenciers, aux conférencières, de leur renvoyer des questions qui vont leur permettre de développer de manière un peu poétique, parce que moi j'écris poétiquement, mais pas de voilà. Et c'est un travail d'écriture extra. Enfin moi je prends mon pied. Je suis crevé à la fin du week-end parce que je monte à 8, tu vois, 2 par demi-journée. Mais c'est une fatigue, c'est mieux que de faire du ski. D'abord parce que je fais du ski très mal. Donc, c'est clair, c'est beaucoup mieux. Ouais. Et puis tu risques pas de te casser quelque chose. Je me casse rien du tout. Parce que j'écris allongé par terre. À part à la voix. Ou... Non, c'est sonorisé, tout va bien. Bon. Bah écoute, en tout cas, Didier, je te remercie d'avoir... avec grand plaisir. Je t'avais pas averti. Non, mais tout va bien. Voilà, je t'ai juste averti un petit peu, comme ça, mais... j'aime bien aussi la spontanéité, puis bah oui, sinon donner du sens à ça. Je veux pas que ce soit préparé. Il en sort plus je me dis, plus ça avance. Je me dis que le fait d'être spontané comme ça permet aussi de libérer des paroles et d'aller chercher des choses qui sont très intéressantes parce que les gens peuvent entendre et écouter. Moi, c'est ce que je pratique un peu avec la radio de quartier. Le risque principal que tu fais quand tu fais l'appel à la spontanéité, c'est que les gens soient embêtés et qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Mais oui, mais après, je sais à qui j'ai en face de moi. Ouais. Donc, je savais pas de sujet. C'était pas un sujet. Ouais. Non, mais des fois, ça peut. Il y a des gens, c'est naturel. Il y a des gens tu sais que ça va, voilà, mettre mal à l'aise et tout ça. Je te remercie en tout cas, Didier. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère que les gens vont avoir plaisir à te découvrir. Donc, ne pas oublier que tu as un manuscrit à publier. J'en ai même 2. Ah, 2 manuscrits. Bon. Un long et un court. Que tu vas donner un titre à ce manuscrit. Alors, l'autre ça s'appelle Variation masculine. Et celui-là, pourquoi pas... je sais pas, faut que je vais réfléchir. Bon. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ce livre est signé Jeannette Pacari, qui est le nom de ma maman. Ce ne sera pas signé de mon nom. Tu fais comme tu veux. Non, mais j'y tiens. Ben, y a pas de problème. Merci Didier. Avec plaisir, merci à toi.